OK. Donc, vous voyez bien mon écran? Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Ben, ça me fait plaisir de vous présenter mon projet de maîtrise aujourd'hui. Un gros merci pour le CRDJ pour m'avoir invité pour ça. Euh, donc, en commençant, je vais juste faire une présentation très rapide, là. Bon, vous l'avez vu dans l'invitation, mais je vais simplement mentionner en fait que bon, j'ai fait mon baccalauréat en génie géomatique à l'Université Laval. Puis par la suite, j'ai poursuivi à la maîtrise en sciences géomatiques aussi, que j'ai débuté en 2018. Comme Evelyne le disait, j'ai été sous la direction de Thierry Badard. J'ai été aussi co-dirigé par Thierry Duchesne du département de mathématiques et de statistiques. Et ben, vous allez le voir dans la présentation, je vais vous parler de trafic, mais aussi d'assurance, d'Intact Assurance. En fait, c'est avec eux que j'ai fait mon projet. Donc, j'ai utilisé leurs données. Puis, ben, en fait, c'est sans surprise pour ça que je travaille maintenant chez Intact Assurance. Ça m'a ouvert une porte. Puis, dans le fond, je travaille au Intact Lab. Donc, au Intact Lab, chez Intact, toutes sortes de projets de recherche sur des choses qui touchent à l'assurance, mais c'est très diversifié. On a beaucoup d'apprentissage machine, de traitement de langage naturel et il y a un peu de géomatique là-dedans aussi. Donc, quand j'ai terminé ma maîtrise, j'ai commencé à travailler là. Donc, pendant la présentation, donc, je vais faire une brève mise en contexte, parler un petit peu d'assurance, qu'est-ce que ça fait dans mon projet. Passer très rapidement là, sur l'état de l'art que j'ai fait pour mon projet, quels étaient les objectifs et mon hypothèse de recherche. J'en pourrais ensuite parler des modèles de trafic que j'ai faits, montrer quelques résultats, comment on a validé tout ça et finir bien sûr avec une conclusion et ouverture. Donc, petite mise en contexte. Donc, mon projet se situe en assurance automobile. Puis, ben, en assurance, qu'est-ce qu'on essaie de faire en général, là, c'est un peu de prédire, d'essayer d'un peu de contrôler le risque. Puis, ce qu'on veut faire, c'est surtout être capable de donner d'associer un niveau de risque d'assurer quelqu'un avec nous autres. Fait que c'est pour ça que quand vous appelez, par exemple, pour avoir une prime d'assurance chez Intac ou chez Desjardins, on va vous demander toutes sortes d'informations. C'est quoi votre âge? C'est quoi, par exemple, le nombre de kilomètres que vous faites par année? Parce que ça, ben, ça va pouvoir nous renseigner un peu sur le niveau de risque que vous représentez. Par exemple, mettons, pour ce qui est de l'âge, ben, en assurance automobile, on sait par exemple peut-être que les jeunes conducteurs ont moins d'expérience et sont peut-être un peu plus téméraires, ce qui fait que vont peut-être représenter un risque plus élevé que quelqu'un qui a plus d'expérience, ça fait 20 ans qu'il conduit. Puis à l'autre extrême, peut-être les personnes un peu plus âgées, bien, ils ont beaucoup d'expérience, mais ont peut-être un petit peu moins de réflexes. Fait que, ils vont avoir différents niveaux de risque en ce sens-là. Par contre, euh, cette manière de fonctionner-là, un petit peu des injustices. En le sens que ce n'est pas tous les conducteurs de 16 ans qui sont téméraires, ce n'est pas tous les conducteurs de 16 ans qui, malgré leur manque d'expérience, ne sont pas des mauvais, sont pas des mauvais conducteurs. Donc, c'est pour ça que dans les récentes années, il est apparu le Usage-Based Insurance. Donc, qu'est-ce que c'est ça, le UBI? C'est une assurance qui est vraiment basée sur l'utilisation. Donc, de là est né des programmes, par exemple, chez Intact qui s'appelle Ma Conduite ou chez Desjardins, on peut penser à Ajusto. Puis ce qu'on fait avec ça, bien, c'est on va dire, bien, regarde, on va suivre tes déplacements sur la route, mais on va vraiment mesurer c'est comment tu te comportes sur la route. Euh, donc, avec ça, bien, ça fait justement que bien, un conducteur de 16 ans qui, lui, conduit très bien, va pouvoir avoir un rabais pour ses bonnes habitudes de conduite parce qu'il représente un risque moindre. Puis ça, mais le usage-based insurance, avec ça, on est capable d'avoir des nouvelles variables qui nous renseignaient sur le risque. Entre autres, mais ce qu'on a mesuré, c'est ce qu'on appelle des événements. Donc, par exemple, des freinages brusques ou des accélérations brusques. Puis ça, bien, quand ça arrive, ben, on peut associer ça à des comportements qui sont risqués. Euh, et ces événements-là, ben, ça a amené les compagnies à s'intéresser de plus en plus au comportement routier. Parce que là, on sait qu'on les mesure, on sait qu'on les associe à des comportements, par exemple, qui sont plus risqués. Si je fais des grandes accélérations, peut-être que bon, c'est plus dangereux de faire des accidents sur la route. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est mais pourquoi j'ai fait telle accélération? Pourquoi j'ai fait tel freinage? Puis pour répondre à ces questions-là, ben, il faut avoir un peu de contexte. Donc peut-être que j'ai fait un freinage brusque sur l'autoroute parce que soudainement, la météo est devenue mauvaise, puis j'ai dû faire un freinage parce que j'avais une mauvaise visibilité. Donc en ayant un peu de contexte, on est capable de mieux comprendre
ces événements-là. Mais la variable de contexte à laquelle moi je me suis intéressé dans mon projet, c'était le trafic, parce qu'on pense que ça peut contribuer à mieux comprendre les comportements routiers. Donc, parce que, par exemple, peut-être que dans le trafic, quand le trafic est quand il y a plus de congestion ou quand il y a plus de véhicules autour de moi, ben, je suis plus susceptible peut-être de faire un accrochage ou un accident, des choses comme ça. Donc, le but de mon projet, c'était vraiment ça, c'était de répondre à un besoin de contextualisation en utilisant le trafic pour mieux comprendre les comportements routiers. Pour contextualiser avec du trafic, mais l'idéal, ce serait justement d'avoir des données sur le trafic. Et il existe toutes sortes de fournisseurs. On peut penser, par exemple, à Ear ou Inrix qui fournissent des données sur le trafic. Par contre, ce sont souvent des solutions qui peuvent être onéreuses. Puis, une compagnie comme Intact Assurance, qui a des assurés partout à travers le Canada, ben, d'avoir des données de trafic sur un aussi grand étendue spatiale, ça pourrait coûter vraiment, vraiment cher. L'idée derrière de mon projet, c'était de dire, ben, via nos programmes de usage-based insurance, on en a des données, des déplacements, dans le fond, de nos assurés sur la route. Donc, pourquoi on ne pourrait pas utiliser et valoriser cette donnée-là pour faire, dans le fond, un modèle de trafic avec ça? Donc, c'était ça l'idée de mon projet. Donc, ces données UBI-là, mais justement, à quoi ça ressemble? Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? Ce sont des trajectoires automobiles qui sont décrites par une série de points GPS. On en a vraiment beaucoup. On parle de plus de 10 téraoctets, des données avec lesquelles j'ai travaillé, et ces données-là sont échantillonnées à un taux de 1 point par seconde. Comme je l'ai dit, Intact, c'est quand même une grosse compagnie d'assurance, donc on a des données qui couvrent euh, presque tout le Canada, et ces données-là, les données que j'ai utilisées, ont été acquises entre 2014 et 2018. Ces données-là, une chose qui est importante à mentionner, c'est qu'elles ont été map-matchées sur le réseau d'OpenStreetMap. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, le map matching? C'est qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que je n'ai pas travaillé avec les données brutes GPS qui ont été produites. Chaque point GPS a été rattaché à un segment routier. Donc, le réseau OpenStreetMap, dans le fond, ça représente le réseau routier avec des segments. Donc, j'ai des géométries qui représentent des segments de route. Puis, ce qu'on a fait, c'est que tous les points GPS qui avaient un petit peu de bruit dedans, on les a rattachés sur chaque segment. Fait que je savais, quand j'analysais, par exemple, un point GPS qui était rattaché à, par exemple, ici, l'autoroute Félix-Leclerc. Peut-être une chose aussi à mentionner, les données que j'ai utilisées, c'est ce qu'on appelle des données de dongle. Donc, c'était avant, dans le fond, l'utilisation des cellulaires pour suivre, dans le fond, les usagers de la route quand ils prennent le volant. Donc, c'était, dans le fond, une chip GPS qui était à même le véhicule. Puis lorsqu'on démarre le véhicule, ben là, elle se met à émettre les positions. L'industrie aujourd'hui s'est tournée vers une autre solution qui est plus justement l'utilisation des téléphones cellulaires. Donc, on a une application, puis quand on prend le volant, on dit OK, ben, c'est parti, le cellulaire se met à enregistrer les données GPS. Mais moi, ce n'était pas ça que j'utilisais, c'était les données de Dongle. Donc maintenant, la prochaine question qu'on se pose, c'est OK, je veux modéliser le trafic, j'ai des données, comment je fais pour modéliser le trafic, puis c'est quoi les méthodes qui existent? Je vais passer assez rapidement ici, mais de manière très high level, si je pourrais dire, les méthodes existantes de modélisation du trafic, bon, il y en existe toutes sortes, mais essentiellement, elles vont faire trois choses. C'est, en premier lieu, utiliser des données, euh, calculer une mesure de trafic, puis interpréter cette mesure de trafic-là comme étant associée à un niveau de trafic. Des données sur le trafic, bon, il y en existe toutes sortes. Par exemple, il existe des bandes magnétiques qui sont placées sur des segments routiers pour mesurer à chaque fois qu'il y a un véhicule qui passe. Il y a des capteurs Bluetooth, il y a aussi des caméras qui peuvent filmer, par exemple, toujours une même section, un même endroit sur la route, puis en fonction du nombre de véhicules, interpréter le trafic avec ça. Mais moi, les données qui m'intéressaient, bien sûr, c'était les données GPS. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la plupart des méthodes, en fait, beaucoup de méthodes de modélisation utilisaient des données GPS issues de taxis. Pourquoi? Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de datasets de taxis qui sont disponibles gratuitement. Donc, il y a beaucoup de villes à travers le monde qui diffusent des données sur le taxi, ce qui en fait une solution, une source de données qui est très intéressante pour ça. Une chose qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'il n'y a pas de méthode, à notre connaissance, qui utilisait des données d'assurance spécifiquement, dans le fond, pour modéliser le trafic. Ce qui fait que ben, les méthodes qui étaient existantes n'utilisaient pas des données qui avaient des volumes et des couvertures comparables à ce qu'on avait. Donc, par exemple, les données de taxi, souvent, sont restreintes à une ville, par exemple. Ça va être, par exemple, la ville de Montréal ou la ville de New York qui va partager ces données-là.
Mais ce que ça fait, c'est que les méthodes, souvent, portent un peu les caractéristiques de ces villes-là, alors que nous, on veut quelque chose de plus homogène. Donc, on voudrait avoir une méthode qui puisse fonctionner pour l'ensemble des villes au Canada, par exemple, où Intact a des assurés. À partir de cette donnée-là, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Ben, c'est calculer une mesure de trafic. Donc, une mesure de trafic, c'est quoi? Ben, c'est une quantité de véhicules, par exemple, une densité de véhicules, donc peut-être un nombre de véhicules par unité de temps ou un nombre de véhicules par unité de distance. Le problème avec ces mesures de trafic-là, c'est que les données d'assurance, elles ont une caractéristique, c'est-à-dire qu'elles sont clairsemées. Donc, en anglais, peut-être que ça vous parle plus, je dirais sparse data. Ça, ce que ça veut dire, c'est que oui, en volume, on a beaucoup de données, mais c'est réparti tellement sur un grand territoire et on en a accumulé sur un grand étendue temporelle, donc 2014 à 2018. Ça fait que sur une petite portion de territoire, puis durant un court laps de temps, ben, les quantités de véhicules que je vais mesurer ou les densités de véhicules ne seront pas comparables à ce qu'il y a dans la littérature parce que dans la littérature, par exemple, on a un volume qui est moindre, mais qui va avoir été mesuré, par exemple, très concentré sur un endroit où on va avoir mesuré tous les véhicules ou en tout cas des choses comme ça, ce qui fait que les quantités qu'on voyait dans la littérature n'étaient pas comparables à ce que nous autres, on obtenait. Finalement, avec cette mesure de trafic-là, qu'est-ce que je vais faire euh, à la dernière étape? C'est bien d'interpréter cette mesure-là comme étant associée à un niveau de trafic. Ça, pour nous, c'est important pour la contextualisation, parce que de contextualiser des trajectoires automobiles, qu'est-ce que ça signifie? C'est de dire, bien, par exemple, cette voiture-là, quand elle est passée sur tel segment routier à tel moment, elle était dans un trafic qui était de niveau, par exemple, élevé, moyen ou faible. Ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est qu'il y avait beaucoup de méthodes où cette étape-là était simplement absente. Donc, on se contentait simplement, par exemple, d'estimer des vitesses ou d'estimer des quantités de véhicules. Mais par exemple, pour moi, avoir une estimation de vitesse de 50 km/h, ça n'a pas du tout la même signification si je suis, par exemple, sur une autoroute ou sur un segment résidentiel. Donc, c'est pour ça que cette dernière étape-là, d'interpréter une mesure de trafic comme étant associée à un niveau de congestion, est importante. Donc, finalement, on arrivait à la problématique suivante qui était que, ben, il n'existe pas de méthode de modélisation du trafic qui soit adaptée aux données d'assurance et dans le but de répondre à un besoin de contextualisation des trajectoires automobiles. Donc, avec ça, ben, ça m'a permis de formuler mes objectifs et mes hypothèses de recherche. Mon objectif principal, c'était de concevoir un modèle de trafic qui soit adapté aux données d'assurance et qui permette d'estimer des niveaux de congestion. Puis mon hypothèse de recherche, ben, c'était bien simple. C'était, ben, on pense que nous autres, avec les données UBI qu'on a chez Intact, ben, c'est possible d'en faire un modèle de trafic. Donc, maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. Durant ma maîtrise, j'ai développé deux modèles. Le premier modèle, c'était un modèle qui était basé sur une distribution de vitesse moyenne. Donc, qu'est-ce que je faisais? Ben, c'est pour différents segments routiers. Donc, par exemple, si c'est un segment d'autoroute Félix-Leclerc, chaque fois qu'il y avait un véhicule qui passait, ben, je me suis dit, je vais calculer la vitesse moyenne de ce véhicule-là. En calculant la vitesse moyenne de tous les véhicules, ce que je me suis rendu compte, c'est que ben, j'avais des distributions de données qui ressemblaient à ça. Puis ça, ben, on trouvait ça très intéressant parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont regroupés autour, par exemple, de 100 km/h sur les autoroutes, alors qu'il y en a beaucoup qui sont regroupés autour de vitesses plus faibles. Donc, peut-être ici, selon la figure 2 qu'on voit, peut-être 30-40 km/h. Donc, ce qu'on a fait avec ça, ben, on s'est dit, OK, ben, ça semble pas mal être associé à une situation où je n'ai pas de congestion routière, une situation où j'ai de la congestion routière. Donc, on a utilisé une méthode de clustering pour identifier des groupes de données. Donc, avec ça, ben, ce qu'on était capable de faire sur les autoroutes, c'est d'identifier, étant donné une vitesse moyenne, est-ce que c'est associé à la congestion ou non. Par contre, on s'est rapidement rendu compte que cette méthode-là avait des limites. En premier lieu, c'est que cette méthode-là nous permettait seulement d'avoir un indice binaire de la congestion. Donc, soit que tu étais dans la congestion ou tu ne l'étais pas. Ce qu'on voulait, nous, pour bien contextualiser, c'est d'avoir un indice de congestion qui soit un petit peu plus raffiné. Donc, être capable de discriminer quelle est une congestion élevée, faible ou moyenne, par exemple. Et surtout, ben, l'impact, la limite principale, c'était que cette méthode-là n'était pas scalable. Donc, les algorithmes qu'on utilisait pour faire le clustering et identifier notre nombre de groupes, parce que des fois, en fait, il y avait juste un groupe, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de congestion sur le segment routier qu'on analysait. Donc, il fallait être capable en premier lieu de savoir y a-t-il un groupe ou deux groupes sur le segment que j'analyse. Ben, avec les algorithmes qu'on utilisait, il n'était pas scalable parce que ça prenait en fait beaucoup, c'était très gourmand en ressources. J'avais estimé, si je me rappelle bien, que pour appliquer ma méthode sur l'ensemble des données d'Intact au niveau du Canada, ben, ça m'aurait pris à peu près un mois de calcul, ce qui n'était pas du tout raisonnable.
Donc, on a décidé de se tourner vers un nouveau modèle qui lui, était basé sur des calculs de temps de parcours. Donc, je suis parti d'un principe bien simple. Je me suis dit, ben, sur un segment routier, ben, plus le temps de parcours d'un véhicule est grand, plus la congestion devrait être sévère. Donc, pour faire ce modèle-là, je l'ai coupé en trois principales étapes. En premier lieu, ce que je vais faire, ben, c'est calculer le temps de parcours de tous les véhicules qui passent, par exemple, sur un segment routier. Puis ça, ben, je vais comparer ça dans un deuxième temps à un temps de parcours de référence. Donc, si je suis capable d'avoir un temps de parcours de référence, que je sais que ce temps-là est associé à une situation où il n'y a pas de congestion routière, ben, de comparer un temps de parcours à un temps de référence, ça va me permettre d'interpréter ça comme étant associé à un niveau de congestion. Donc, ce que j'ai fait, donc, la première étape, comme je l'ai dit, c'était le calcul d'un temps de parcours. Donc, ce que j'ai fait, c'est, pour un segment donné, ben, j'ai découpé une journée en intervalles de 15 minutes. Pour chaque intervalle de 15 minutes, j'ai calculé tous les temps de parcours des véhicules qui passaient sur ce segment-là et j'ai retenu la valeur médiane pour amoindrir l'effet des extrêmes. Ce qui fait qu'en bout de ligne, ce que j'obtenais, comme je le montre dans le tableau ici, c'est que ben, pour un certain segment routier, qu'ici j'ai appelé 1, 2, 3, 4, euh, pour chaque 15 minutes de la journée, j'étais capable d'estimer c'est quoi j'allais dire en moyenne, mais c'est pas, on pourrait dire en médian, le temps parcours médian pour cet intervalle de temps-là. Ce que ça donnait comme résultat, ben, par exemple, ici, pour un segment de route sur le chemin 4 Bourgeois ouest à Québec, ben ici, en fonction du moment de la journée, ce qu'on voit, c'est une distribution de tous les temps de parcours de véhicules que j'ai calculés. Puis ce que je vais retenir, moi, ben, c'est, vu que c'est le temps médian, mais dans le fond, c'est la ligne centrale du diagramme en moustache qu'on voit ici. Donc ça, on trouvait ça très intéressant parce que ben, ce que ça nous montrait, c'est que ben, ici, on semble voir que les temps de parcours sont beaucoup plus longs où on s'y attend sur ce segment-là, c'est-à-dire à l'heure de pointe du soir, donc à partir de 15h, 16h, 17h. La deuxième étape, c'était de trouver un temps de parcours de référence. Sur le graphique précédent, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que mais les temps de parcours que je mesurais la nuit étaient assez semblables et c'était des temps de parcours assez faibles. En fait, c'est que la nuit, en fait, on supposait qu'il n'y a pas de congestion routière sur ces segments-là. Donc, ce que j'ai fait, ben, c'est que j'ai calculé la moyenne des temps de parcours, par exemple, entre, je pense que c'était 22h et 5h du matin. Puis avec ça, ben, j'étais capable d'avoir mon temps de parcours de référence pour ce segment-là. Puis ça, ben, ça m'a permis à ma troisième étape d'interpréter les temps de parcours que j'ai mesurés avec mon temps de référence comme étant associé à un niveau de congestion. Donc, c'est ce que j'ai fait ici avec le Travel Time Index. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un rapport entre un temps et un temps de référence. Dans mon cas, c'était les temps médians que j'avais calculés pour chaque intervalle de 15 minutes d'une journée, avec le temps de référence que j'ai calculé à partir de ce que j'avais mesuré la nuit sur le segment en question. Avec ce que j'avais trouvé dans la littérature, j'ai pu associer ça à, dans le fond, la valeur de ce rapport-là. Je l'ai associé à différents niveaux de congestion, qui sont ici fluide, faible, modéré et sévère. Et les seuils, dans le fond, je les ai choisis en fonction de ce que j'avais trouvé dans la littérature. Et pour ce qui est du nombre de classes, bien, je l'ai choisi en fonction de ce que j'allais utiliser comme méthode de validation que je vais montrer plus tard. Donc, maintenant, on avait une méthode de modélisation. Qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Euh, Pour appliquer ma méthode, j'ai utilisé les données de 4 villes du Canada qui avaient différents niveaux d'intensité de nombre de véhicules, en fait, c'est ce que je voulais dire. Donc, j'ai choisi Sherbrooke, Québec, Montréal et Toronto. Je ne passerai pas à travers les détails de ce tableau-là, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'on avait vraiment beaucoup de données. Donc, on a dû déployer ça dans un environnement de calcul distribué. Ma méthode, je l'ai codée en R. C'était un langage de programmation que je n'avais jamais utilisé, mais quand je suis arrivé dans le monde de l'assurance, je me suis rendu compte que les actuaires utilisaient beaucoup ce langage-là, parce que ben, c'est un langage qui fait très bien pour avoir toutes sortes de statistiques, avoir des graphiques, des tableaux. Donc, je me suis dit, ben, OK, pourquoi pas apprendre ce nouveau langage-là. Puis j'ai été très surpris aussi de voir que au niveau de la géomatique, il y a des packages qui sont très utiles, qui fonctionnent très bien pour ne serait-ce qu'analyser des cartes ou manipuler des objets géométriques.
Donc, ça a été une belle surprise d'apprendre ce nouveau langage-là. Donc, ma méthode, je l'ai codée en R et je l'ai déployée dans un environnement de calcul distribué, donc sous Apache Spark, et d'appliquer ma méthode sur les données des 4 villes que j'ai montrées en haut. Ça m'a pris environ 2 heures 10 minutes. Donc là, en fait, on avait une méthode qui était scalable. Donc, on avait une limite de moins par rapport à la méthode que j'avais présentée en premier. Donc, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? J'ai préparé un petit GIF ici, puis ben, j'étais très content de voir ça. Euh, les résultats étaient comme on s'y attendait. Et ici, par exemple, à l'intersection de l'autoroute Félix-Leclerc et Robert Bourassa, ben, ce qu'on peut voir, c'est que il semble y avoir plus de congestion quand on arrive à l'heure de pointe du soir, donc autour de 16h, 17h, 18h. Et ça, dans la direction nord et dans la direction est, comme comme j'ai pu le constater maintes fois quand j'ai pris l'autoroute et que j'étais pris dans le trafic. Euh, donc, même chose ici près du boulevard Laurier à Québec. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ben, vers 16h, 17h, le trafic semble être dirigé vers les ponts. Donc, c'est probablement beaucoup de personnes qui retournent sur la rive sud. Donc, en voyant ça, bon, on était très contents, on voyait que ben, la méthode semble bien fonctionner. La prochaine étape, c'était de valider ces résultats-là. Je voulais faire deux choses pour ma validation. C'était, dans un premier temps, valider les niveaux de congestion que j'avais estimés. Puis dans un deuxième temps, c'était valider les temps de parcours que j'avais calculés. Pour ce qui est de la validation des niveaux de congestion, en fait, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était plutôt difficile à valider. Euh, le principal obstacle étant qu'on n'avait pas de vérité de terrain. Donc, on n'avait pas de données à quelque part qui me disait, ben, sur tel segment routier à tel moment, ben, ton niveau de congestion, il est modéré ou il est faible. D'autre part aussi, mais c'est que le nombre de classes et les seuils qui sont choisis pour déterminer ces niveaux de congestion-là sont assez arbitraires. En fait, ça va dépendre beaucoup des besoins. Il y avait des méthodes, quand j'ai fait mon état de l'art, je me suis rendu compte qu'il y avait des méthodes, par exemple, qui avaient développé un modèle en Chine où on avait besoin de 6 niveaux de congestion, alors que pour d'autres, on avait seulement besoin de 3 niveaux de congestion. En quelque part, mais avoir telle quantité de véhicules, on associait ça à un niveau de trafic qui était très élevé, alors que dans une autre ville où peut-être les volumes de trafic étaient moindres, ben, c'était associé à un niveau de congestion qui était totalement différent. Donc, tout de même, on s'est dit, ben, on pourrait quand même faire une comparaison carte à carte avec Google Maps. Et avec ça, le but, ce serait simplement de faire une validation qualitative pour reconnaître entre les cartes des niveaux de congestion qui seraient semblables en un endroit à un moment donné. Question de nous dire, ben, les niveaux de congestion que nous, on a calculés, est-ce que ça fait du sens ou non? On a fait ça sachant qu'on avait beaucoup d'inconnus, c'est-à-dire que ben, la méthode de modélisation du trafic de Google, on ne la connaît pas. On ne sait pas exactement c'est quoi les données qui sont utilisées, puis on ne sait pas non plus les seuils des classes, comment ils sont calculés. Ce qu'on a constaté comme résultat, ben, c'est que, par exemple, à même endroit à Québec, encore une fois au-dessus de l'autoroute Félix-Leclerc et Robert Bourassa dans ce cas-ci, et à un même moment, ben, les cartes semblaient donner des niveaux de congestion qui étaient assez similaires. Donc, ça nous semblait nous dire, ben, OK, ben, les choix qu'on a faits, on n'est pas capable de valider si les seuils exactement sont les bons qu'on aurait dû choisir, mais tout de même, les résultats ont du sens. La deuxième chose que je voulais valider, c'était les temps de parcours. Exactement, qu'est-ce que je voulais valider? C'est les temps de parcours médians que j'ai estimés pour chaque intervalle de 15 minutes d'une journée. Donc, ce que j'ai fait, encore là, un des obstacles, c'était qu'on n'avait pas de données terrain. Il existe des données sur le trafic qui sont disponibles, mais par exemple, à Québec, il existe des données qui sont partagées sur les déplacements de véhicules, à Montréal aussi, mais souvent, ils vont avoir des formats qui sont différents. Il va y avoir beaucoup de traitements à faire, ce qui fait que, comme j'avais des données qui étaient dans 4 villes, j'ai dû trouver une autre manière. Puis l'idée avec laquelle je suis venu, c'est que je me suis dit, ben, je pourrais faire une comparaison de temps de parcours d'itinéraires que je vais créer. Puis ces itinéraires-là, je vais les faire dans Google Maps, je vais les faire dans mon modèle aussi, puis je vais comparer le temps que ça va me donner. L'idée avec ça, c'était de me dire, ben, si parcourir un certain itinéraire dans mon modèle, ça me donne des temps qui sont similaires à ce que j'ai dans Google Maps, ben, ça me devrait me donner une bonne indication que la méthode que j'ai utilisée pour calculer mes temps de parcours médians est bonne. Donc, ce que j'ai fait, mais je me suis créé des itinéraires, donc dans les 4 villes qui sont Sherbrooke, Québec, Montréal et Toronto. Je me suis assuré que ces itinéraires-là utilisaient des segments de différents niveaux hiérarchiques selon la classification d'OpenStreetMap.
Donc, comme je l'avais dit au début, OpenStreetMap, c'est un réseau routier et il y a une classification des segments de route là-dedans. Par exemple, ben, à savoir si c'est une autoroute, si c'est ensuite, il y a tout ce qui est, par exemple, un segment de niveau primaire, secondaire ou tertiaire qu'on pourrait, par exemple, associer au chemin Sainte-Foy à Québec ou le chemin Cap-Bourgeois ou le chemin Saint-Louis. Donc, on a des segments routiers où il y a des volumes de véhicules qui sont un peu différents. La longueur moyenne de ces segments-là était d'environ 5 km. Et pourquoi ici j'ai choisi, je mets 38 itinéraires, c'est qu'en fait, j'avais certains critères que mes itinéraires devaient respecter pour être valides. J'en ai simplement éliminé 2 qui n'avaient pas passé. Et ces itinéraires-là, mais je me suis dit, je vais faire varier leur temps de départ à chaque 15 minutes de la journée, ce qui va me permettre d'avoir une validation temporelle de tous les temps médians que j'ai calculés pour chaque 15 minutes de la journée, ce qui m'a donné un grand total de 3632 itinéraires. Donc, qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Bien, pour montrer un exemple, ici, j'ai créé un itinéraire au centre-ville de Toronto qui était d'une longueur de 4,1 km. Et j'ai calculé le temps de parcours de cet itinéraire-là dans Google en faisant varier le temps de départ. J'ai fait la même chose dans mon modèle et ce qu'on voit sur la figure 8, c'est que, bien, en fonction des temps de départ, le temps total de parcours de cet itinéraire-là, entre mon modèle et Google Maps, sont assez similaires. On peut voir aussi que mon modèle qui est en bleu, il semble y avoir un petit peu plus de variance. Donc, probablement qu'au niveau de Google Maps, il y a peut-être certaines procédures qui font qu'il y a un petit peu moins de variance là-dedans. Mais en général, c'est pas mal la même tendance. Donc, moi, ce que je voulais un peu, c'est mesurer en chiffres, c'est quoi la différence justement entre les temps que j'ai évalués avec mon modèle et ce que j'ai évalué avec Google Maps. Donc, l'idée, en fait, c'était simplement de faire la différence entre les deux. Donc, si c'est les mêmes, bien, la différence devrait être de 0. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ben, j'ai sélectionné plusieurs de mes temps de parcours d'itinéraire au hasard dans tout ce que j'avais fait et j'ai fait la différence entre mon modèle et Google Maps. Et ce que ça m'a donné, c'est une distribution des différences de temps de parcours. Ce qu'on peut voir sur le diagramme en moustache de la figure 9, c'est que, ben, en général, ces différences de temps de parcours-là sont assez bien distribuées autour de 0. Donc, ce que ça nous a permis de conclure, ben, c'est que le modèle il surestime en moyenne environ de 1 seconde les temps de parcours par rapport à ce que donne Google Maps. Donc, on était très content de ça. On a pu conclure que ben, les modèles donnent des résultats qui sont très similaires. Donc, en conclusion, durant mon projet, j'ai présenté 2 méthodes. Une méthode qui était basée sur une distribution de vitesse moyenne, qui utilisait du clustering pour identifier des groupes de données. Et une deuxième méthode qui, elle, était plus basée sur le temps de parcours. Mes objectifs ont été atteints pour ce qui est de la deuxième méthode, c'est-à-dire que j'avais une méthode qui était adaptée aux données d'assurance qui me permettait d'estimer différents niveaux de congestion. Ça m'a permis de vérifier mon hypothèse, c'est-à-dire que, ben, oui, c'est possible de modéliser le trafic avec des données d'assurance pour répondre à un besoin de contextualisation. Au niveau des contributions, bon, on a proposé 2 nouvelles méthodes de modélisation du trafic. On sait maintenant aussi que c'est possible de modéliser le trafic avec des données d'assurance. Et un résultat qui est intéressant aussi pour Intact, c'est qu'on était capable de montrer que ce n'est pas absolument nécessaire pour une compagnie comme Intact Assurance d'avoir recours à des fournisseurs de données de trafic externes. Donc, la donnée que possède Intact est assez riche pour développer un modèle de trafic qui donne des résultats qui sont semblables à ce que donne Google Maps, puisque c'est avec ça qu'on a validé. Une des autres contributions aussi dont j'étais bien content, c'est que la deuxième méthode de modélisation qui était basée sur le temps de parcours, j'ai écrit un article qui a été publié dans l'ISPRS International Journal of Geoinformation, que j'ai publié avec mon directeur Thierry Badard, mon co-directeur Thierry Duchesne, du département de mathématiques et de statistiques, et avec Marie-Pierre Côté de l'École d'actuariat à l'Université Laval. Donc, je trouvais que c'était un beau outcome de mon projet. Cet article est disponible en open access. Donc, si jamais vous voulez aller le consulter, c'est possible de le faire sans nécessairement être abonné à une revue. Donc, voilà. Pour ce qui est de la suite du projet, une des choses qu'on s'est rendu compte, c'est que
Le trafic, c'est quelque chose qui est très complexe. On pourrait considérer une foule d'autres informations pour améliorer notre modèle. Entre autres, je pense par exemple au site de construction sur la route. Comment est-ce que ça influence le trafic que je mesure? Ou une chose qui est intéressante aussi, c'est euh, les panneaux de signalisation de vitesse sur certaines autoroutes, par exemple sur l'autoroute Robert-Bourassa à Québec, ben, elles sont variables. En heure proche des heures de pointe, la limite de vitesse baisse de 90 à 70 et même à 50 km/h. Donc, comment est-ce qu'on pourrait tenir compte de ça pour ne pas flaguer de la congestion quand finalement il n'y en a pas parce que la limite est à 50 plutôt que 90? Donc il y a une foule d'informations comme ça qu'on pourrait utiliser pour améliorer notre modèle. Une autre question qui serait intéressante aussi de répondre, c'est de voir, mais est-ce que le trafic, ça a vraiment un pouvoir explicatif en assurance? Est-ce que ça me permet de mieux prédire le risque? On pense qu'en contextualisant les trajectoires automobiles, ça nous permettrait de mieux comprendre les comportements routiers et d'être capable de peut-être mieux prédire le risque, mais est-ce que c'est effectivement le cas? Une autre question aussi qui serait intéressante à répondre, c'est comment est-ce qu'on peut tenir compte de la contribution du trafic dans la tarification? Donc là, peut-être quelque chose plus côté assurance. Et finalement, peut-être une dernière chose aussi, qui serait un peu liée, aux travaux de notre étudiant de Thierry, donc Abdelmajid, qui se concentre plus sur les comportements routiers. Ce serait à partir du, modèle de trafic, comment est-ce qu'on pourrait établir différents profils de conducteurs selon leur comportement de trafic? Donc, est-ce que quel est le profil des conducteurs qui sont presque tout le temps dans le trafic quand ils prennent la route? Comment ça se différencie du profil des conducteurs qui sont presque jamais dans le trafic? Est-ce qu'il y en a qui semblent être avoir des profils plus risqués? Donc, toutes des questions comme ça qui seraient intéressantes à répondre. Donc, en terminant, ben, je voudrais remercier Intac avec qui j'ai fait mon projet, mes organismes subventionnaires, le Centre de recherche en données massives de l'Université Laval et finalement aussi, bien sûr, le Centre de recherche en données intelligence spatiale euh, pour, euh, pour en fait une multitude de choses quand j'étais étudiant et en fait et encore aujourd'hui pour m'avoir invité à ce webinaire. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, merci beaucoup, Philippe. Très intéressant comme présentation des excellents travaux de maîtrise. Donc, le bal des questions commence. Déjà, là, je vois qu'il y a des gens qui ont posé des questions dans le chat. Donc, si tu veux, je vais te les lire. La première question, quel algorithme de clustering a été utilisé? Oui, donc c'était un algorithme espérance maximisation. Donc, en gros, ça me permettait simplement d'identifier mes groupes de données. C'est un algorithme qui fonctionne de manière itérative. Euh, En tant que tel, au niveau de la programmation, c'est simplement une fonction que tu importes dans un package puis que tu appliques. Mais c'est ça, c'était cet algorithme-là que j'avais utilisé. Parfait. Deuxième question, est-il possible d'utiliser les données des zones rouges à grand risque d'accident cumulées par le ministère des Transports? J'ai pas analysé ces données-là. En fait, je les connais pas simplement. C'est donné des zones rouges. En fait, il faudrait que je sache un peu c'est quoi ces zones rouges-là. Euh, Donc, en fait, j'invite, là, c'est Luc Gravel qui a posé la question. Donc, Luc, si tu veux préciser un peu ta question, tu peux ouvrir ton micro. Luc, je pense que je t'entends pas. Je vois que tu t'es démuté, mais je n'entends pas. Sinon, tu peux toujours le préciser dans le chat. OK. Donc, Je viens un peu de relire un petit peu. Est-ce possible d'utiliser les zones rouges à grand risque d'accident? Dans le fond, bon, bien que je ne les connaisse pas, ce que je peux peut-être supposer, c'est que c'est des endroits qui ont peut-être été flagués par le ministère des Transports comme des endroits où il y a plus d'accidents. Donc, oui, ce serait quelque chose qui serait peut-être intéressant à utiliser, je pense, dans le monde de l'assurance, ne serait-ce que pour cibler les endroits où c'est peut-être plus risqué. Puis avec les données de trajectoire, qu'est-ce qui serait intéressant, c'est un peu
de croiser ces données-là pour savoir un peu, mais quand j'ai un véhicule qui passe par là, ben, peut-être d'envoyer, je ne sais pas, une notification ou d'ajouter, je ne sais pas, un champ justement à cette trajectoire pour peut-être augmenter le risque associé à cette trajectoire-là. Je vois aussi que Khaled, tu as la main levée. Donc, si tu veux poser ta question, tu peux ouvrir ton micro. Et bonjour. Bonjour Khaled. Bonjour. Je vous félicite pour ce travail. Vraiment, je trouve que c'est vraiment énorme et c'est très, très bien fait. En fait, moi aussi, je suis en fait géomaticien. J'ai fait une maîtrise en 2015 et j'ai travaillé sur la même problématique que vous. Et on a fait à peu près la même procédure. C'est vraiment très, très, très bien. En fait, je voulais vous poser juste 2 ou 3 questions rapidement. Par rapport au temps de parcours de référence, en fait, vous avez cité que entre 22 heures et 5 heures du matin, vous avez pris ça comme temps de référence. Ouais. Est-ce que ça aurait été le même temps de référence que la vitesse limite? Parce que commencer un segment avec la longueur et la vitesse limite, on peut avoir le temps de référence. Est-ce que de 22 heures à 5 heures du matin, ça aurait été la même chose à peu près que ce temps-là? Oui, ben, c'est une bonne question. Puis en fait, au début de mon projet, justement, c'était quelque chose vers lequel je pensais me tourner, justement, d'utiliser les limites de vitesse. Première chose qui était difficile, c'est que ben, souvent, trouver la bonne source de données pour avoir ces limites de vitesse-là, c'est un peu difficile. Avec OpenStreetMap, sur la plupart des segments routiers, on les a, mais ce n'est pas tout le temps fiable. Puis la deuxième chose, ben, c'était que pour avoir le temps de référence, les limites de vitesse, c'est dépendant d'où on peut se trouver. Au Québec, peut-être, on est un peu plus permissif sur à quel point on peut dépasser les limites de vitesse ou pas. Ben, c'est plus ou moins une bonne indication. Donc, par exemple, une circulation fluide sur une certaine autoroute au Québec va peut-être être autour de 115 km/h, 110, quelque chose comme ça, alors que la limite est peut-être à 90 ou à 100 km/h. Alors qu'en réalité, quand le monde roule 90, 100 km/h, c'est parce qu'il y a déjà un petit peu de congestion. Peut-être que d'utiliser la limite de vitesse quelque part d'autre dans le monde où les limites sont plus respectées serait une bonne indication. Mais ce qui est intéressant d'utiliser les vitesses qu'on mesurait la nuit, c'est qu'on mesure vraiment qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. Donc, au lieu d'avoir une donnée qui est comme proposée par, dans notre cas, je pense que c'est le ministère des Transports, je devine, qui s'occupe de ça, parce qu'on va vraiment voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe, puis on l'a vraiment mesuré. Donc, il y avait cet avantage-là par rapport à utiliser les limites de vitesse pour calculer le temps de référence. Parfait. Juste pour information, en fait, il y a le réseau routier d'Adresse Québec. En fait, il est très bien fait. C'est le meilleur réseau. Mais bon, c'est sûr que c'est pas comme OSM, c'est pas gratuit. Et la deuxième question, en fait, je voulais savoir par rapport au temps de parcours pour chaque segment, puisque c'est des vitesses qui sont instantanées, donc c'est des points GPS instantanés. Comment est-ce que vous avez en fait calculé par rapport à un segment déterminé le temps de parcours? Parce que à l'entrée, est-ce que ça sera le point le plus proche par rapport à chaque bord de chaque segment? Et puis vous allez calculer le temps à l'entrée et à la sortie, ou est-ce que c'est avec les vitesses instantanées? Comment est-ce que... Effectivement, ce que j'ai fait, c'est de manière bien simple, c'est justement, j'ai pris mon point qui était le plus, en fait, les 2 points qui étaient les plus aux extrémités des segments que j'ai utilisés, mais je m'assurais aussi d'avoir toutes sortes de critères que ces points-là devaient respecter pour avoir un bon temps de parcours. Donc, effectivement, je voulais que le premier et le dernier point soient à une certaine distance du bout de mes segments. Donc, si mon premier point, finalement, est au milieu de mon segment parce que, pour une raison obscure, j'ai des données qui ne sont pas enregistrées durant une partie de ma trajectoire automobile, ben là, ces temps de parcours-là n'étaient pas reflétaient pas vraiment ce qui s'était passé dans la réalité, donc je les éliminais. Donc, c'était toutes sortes de choses comme ça, finalement, d'utiliser des critères pour m'assurer que mon premier et mon dernier point sont le plus près possible de mes extrémités pour avoir un temps de parcours qui était bon le plus possible. D'accord. Donc, une dernière question, je m'excuse. En fait, est-ce que, en fait, donc, par exemple, entre 16h et 16h15, vous allez prendre en fait tous les points GPS de tous les véhicules dans ce segment-là. Vous avez fait en fait la moyenne ou disons le calcul des... C'est bien ça en fait par rapport à l'ensemble des véhicules dans cette tranche de temps. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Et merci. Merci à vous.
Merci. Donc, merci, Khaled. Il y avait une précision concernant la question des clusters. Donc, on voulait savoir si le nombre de clusters avait été fixé manuellement. Non, c'était une bonne question. Donc, comme j'avais dit, dans le fond, le nombre de clusters, ça, c'était une des affaires que je devais faire, c'est déterminer il y en avait combien. Donc, bien sûr, un coup qu'on a déterminé j'ai combien de clusters, là, après ça, je peux appliquer un algorithme qui fait simplement associer mes données à un cluster ou à un autre. Mais en premier temps, ce que je devais faire, c'est déterminer il y en a combien. Donc, sur certains segments d'autoroute, il n'y en a tout simplement jamais de congestion. Donc, mes données étaient simplement toutes groupées autour de, on va dire, 100 km/h. Donc, dans ce cas-là, j'avais juste, par exemple, un groupe. Dans certains cas, comme j'ai présenté sur la figure que j'avais montrée, j'avais plutôt deux groupes. Puis, dans certains cas aussi, c'était plus ou moins évident combien il y avait de groupes. Donc, la figure que j'ai montrée, là, c'était assez beau. Là. On voyait très bien qu'il y avait deux groupes qui suivaient assez bien une distribution normale. Mais dans certains groupes, dans certains cas, les groupes euh, se- se- se superposaient un peu, c'est ça que je cherchais comme mot. Donc c'est ça. Donc, je n'étais pas fixé manuellement, c'était déterminé. J'utilisais en fait il existe différents critères là, qui permettent de déterminer c'est quoi le nombre idéal de groupes dans une distribution donnée. Donc, c'est ça que j'avais fait pour déterminer ce nombre-là. Parfait. Une autre question dans le chat de Amine, notre collègue, donc, qui veut savoir est-ce que les données de crowdsourcing auraient pu être utilisées pour améliorer la précision des résultats? Les données de crowdsourcing, qu'est-ce que ça serait exactement? J'imagine les usagers peut-être de la route là, qui partagent leurs données. OK. Ouais, ben ça, en fait, oui, ça pourrait être utilisé. Là où je vois peut-être plus une difficulté dans le contexte de ce projet-ci, c'est au niveau peut-être de l'intégration des données. Donc, oui, effectivement, il y a plusieurs d'autres sources de données qu'on pourrait utiliser, mais nécessairement, il va y avoir ils vont avoir différents formats, ils vont avoir différents taux d'échantillonnage. Donc là, à quel point on serait bien capable d'utiliser ces données-là pour que ça soit utilisable avec les données de trafic d'Intact. C'est pour ça, entre autres, que moi, dans mon projet, je me suis concentré à utiliser seulement que les données UBI d'Intact. Mais certainement que si on utilise une autre source de données externe, qu'on fait le travail d'intégration, puis que cette donnée-là est fiable, pour pas avoir du garbage in, garbage out, mais si on a une source de données fiable, effectivement, je suis persuadé que ça pourrait aider à améliorer la précision des résultats. Parfait, merci. Une autre question de Bruno Labonté. Donc, avec toutes ces données, avez-vous comparé vos résultats de débit, donc les débits journaliers, là, DJMA, DJMH, DJME, avec ceux du MTQ? Non, c'est pas quelque chose que j'ai fait, mais je suis content de voir cette question-là parce qu'effectivement, durant mon parcours au bac, c'était des données qu'on avait utilisées. Donc, non, j'ai pas pris le temps de comparer ça. Je serais curieux de voir qu'est-ce que ça donne. Donc, c'est difficile pour moi de me rappeler exactement comment ces débits-là sont calculés au niveau du MTQ, mais je serais curieux de voir. Là où je vois peut-être potentiellement je pourrais voir des différences, c'est avec les données que j'utilisais, on a simplement les assurés d'Intact. Donc, il faudrait que je trouve une manière de voir le débit que je mesure avec les données d'Intact, comment je peux extrapoler puis supposer c'était quoi le vrai débit, dans le fond, finalement, de trouver une manière de trouver le débit qui est associé à tous les véhicules que je n'ai pas mesurés. Au niveau du MDQ, je ne sais pas si c'est par exemple des bandes magnétiques ou des capteurs Bluetooth comme ça qui mesurent absolument tous les véhicules qui passent à un endroit. Là, on est capable de savoir c'est quoi le vrai débit. Dans mon cas, je suis aveugle sur certains véhicules qui sont passés. Donc, mais ce serait effectivement intéressant de comparer ces données-là. Ouais, peut-être une précision à ce que tu viens de dire, Philippe. C'est une donnée qu'on avait effectivement considérée, puis comme Philippe vient de l'expliquer, passer des temps de parcours au débit, c'est pas si simple que ça. Puis l'autre aspect, c'était un point que tu avais mis dans ta présentation, c'est que malheureusement, c'est une donnée qui couvre que le Québec. Et dans le cadre du projet avec Intact, il fallait qu'on ait une couverture canadienne. Effectivement. Parfait. Donc, question d'Abdelmajid. Donc, est-ce qu'il y a une intention de calculer les temps de passage en temps réel pour qu'ils soient ajoutés directement aux données de trajet? Une intention de calculer les temps de passage en temps réel pour qu'ils soient ajoutés directement au trajet. Donc, il
ici, si je comprends bien, ça serait d'avoir peut-être comme une vérité terrain, c'est-à-dire de savoir, par exemple, si moi j'ai un véhicule qui passe sur un segment routier, j'ai utilisé une méthode pour calculer c'était quoi le temps de parcours, mais de savoir vraiment c'était quoi en réalité ce temps de parcours-là. Si c'est ça, pour l'instant, non, il n'y avait pas d'intention d'aller là. Mais effectivement, ce serait intéressant de comparer justement le temps réel versus le temps que j'ai calculé, voir un peu c'est quoi l'erreur ou le manque de précision que j'ai sur le temps que je calcule. Mais je pense que vu que je fais beaucoup d'agrégation, finalement, ces petites erreurs-là viennent un peu avoir plus ou moins d'importance, surtout sur des longs segments routiers. Mais la question est bonne à se poser parce que, comme je l'avais dit, les données que j'ai utilisées sont map matchées. Donc, je n'ai pas utilisé les vraies données. Puis comme un peu la position de mes points est importante dans mon calcul de temps, bien, effectivement, que si je suis parti de ma donnée brute que j'ai rattachée au réseau d'OpenStreetMap, bien, la position a changé. Puis effectivement, peut-être que ça induit un petit peu d'erreur. Ce qui fait que le vrai temps, le parcours qu'il y a eu, en réalité, est peut-être un peu différent de ce que je calcule. Mon intuition serait que en moyenne, cette petite erreur-là ne fait pas tant de différence que ça. Mais en même temps, quand j'ai validé, j'ai vu que j'étais à une seconde un peu de différence avec Google. Peut-être que c'est là cette erreur-là, mais bonne question. Merci. Donc, prochaine question. Avez-vous regardé la possibilité de comparer avec les méthodes de modélisation déjà inscrites dans les logiciels déjà reconnus dans l'industrie, soit Enro avec EMM, E3 et Dynamic? Je ne connais pas ces logiciels-là. Possibilité de comparer. En fait, ben, j'imagine que oui, ça serait possible de comparer. Là où j'étais plus limité de mon côté aussi, c'est que comme j'utilisais les données d'Intact, je devrais travailler dans leur environnement de travail, qui est, on s'en doute, très bien sécurisé. Puis la liberté que j'avais de ce que je pouvais essayer avec différents logiciels ou différents algorithmes. Mais justement, ce que je voulais dire, c'est que j'avais moins de liberté, donc j'étais assez limité dans ce que je pouvais faire. Donc là, ce serait de voir, est-ce que finalement on pourrait utiliser ces logiciels-là, parce qu'autrement, je peux pas, évidemment que je ne peux pas rapatrier les données. Donc voilà, ce serait un petit peu il y aurait ça un petit peu comme difficulté pour comparer avec ces logiciels-là. Merci. Donc, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Donc, On avait une sur le map matching, par contre. Là. L'algorithme. Quel était l'algorithme de map matching utilisé. Là, puis je pourrais peut-être apporter un complément à la réponse de Philippe aussi sur ce sujet-là. Oui, effectivement. Bon, pour ce qui est des algorithmes de map matching, là, je sais que c'est quelque chose qui, dans le fond, qui avait déjà été fait. Moi, je n'ai pas eu à le faire, mais quand j'avais posé la question, en fait, ce qu'on avait dit qu'on avait utilisé OSRM, on avait regardé, je pense, que d'autres possibilités. Puis, en fait, c'est ça. Je sais que les données que j'utilisais avaient été map matchées avec cet algorithme-là. Ouais, concernant le map matching, là, c'est un sujet tricky là, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, là, malheureusement. Là, puis on le voit avec les données issues des capteurs du GPS cellulaire. Là, les données sont nettement plus bruitées que des données issues d'un dongle. Donc, les algorithmes actuels disponibles ou documentés de map matching ne sont pas des recettes à 100% efficaces, loin de là. Même dans les données qui ont été map matchées, dans les données d'Intact, il y a des fois des voitures qui passaient d'une route à une autre qui étaient très parallèles, hein, des petites voies. Donc ça, il fallait essayer aussi de filtrer ces cas-là. Donc on est en train de regarder potentiellement d'autres approches qui utiliseraient l'apprentissage ou le deep learning pour améliorer ces process-là. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur ces sujets-là. Merci pour la précision. Donc, on a une main levée, Monsieur Kouassi. Donc, je vous invite à poser votre question. OK. Merci, madame. Bon, ce n'est pas une question, au fait, mais j'aimerais vous dire merci quand même parce que je suis étudiant à Abidjan. J'ai suivi un peu cette réunion parlant du trafic.
en Côte d'Ivoire, le sujet du trafic routier n'est pas trop étudié. Et je crois bien que ça me fait vraiment plaisir, en tant qu'étudiant en géomatique, d'en prendre note et de mener une étude sur aussi le trafic routier en Côte d'Ivoire. Donc, je vous dis merci. Ah, ça fait plaisir. On est bien content d'entendre ça. Merci. Je vois des questions dans le chat. Donc, si le taux d'échantillon est par rapport au temps, comment avez-vous choisi ou défini les segments? Et si le taux d'échantillon est par rapport au temps, effectivement, comment avez-vous choisi ou défini les segments, référence en position? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Donc, peut-être M. Sanson, si vous voulez. Ouais, je ne sais pas si on pourrait apporter des précisions. Oui, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui. Oui, parfait. Dans le fond, c'est juste parce que ce que j'ai de la difficulté à comprendre, c'est votre échantillonnage était fait par rapport au temps pour plein de véhicules différents. Fait qu'il y avait toute une vitesse qui était similaire quand même à cause du trafic, mais comment est-ce que vous avez pris l'ensemble de ces données-là puis vous les avez référencées par des segments ou par rapport à la position? Je ne sais pas trop. C'est évident, mais je... OK, ouais. En fait, de ce que je crois comprendre, en fait, c'est comment référencer, dans le fond, chaque point GPS à un segment de route. OK. Donc, en fait, c'était bien simple. C'était OpenStreetMap, dans le fond. Je ne sais pas si est-ce que vous êtes familier avec qu'est-ce que c'est? Moi, dans le fond, c'est un ensemble finalement de segments de route. Ouais. Puis, lors du processus de map matching, chaque point est rattaché. Donc, pour chaque point GPS que j'ai un identifiant qui me dit voici, tu es associé à quel segment d'OpenStreetMap, puis où est-ce que tu es associé sur ce segment-là. Donc, on utilise un référencement linéaire. Donc, si par exemple, mon début de segment, c'est associé au chiffre 0, puis mon fin de segment, c'est le chiffre 1, je suis capable, en sachant que le point qui est associé à ce segment-là est à la position, on va dire 0,5, donc il est en plein milieu du segment. Donc, c'est ça qui me permettait d'associer mes points à chaque segment. Donc, finalement, moi, ce que je faisais, c'est que quand j'arrivais pour analyser un segment routier, tous les points qui étaient sur un segment routier, je faisais simplement une recherche dans ma base de données. Sur moi, tous les points GPS qui portent l'identifiant du segment que je veux analyser. Parfait. Merci beaucoup. Ça répond à la question, oui? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des commentaires? Donc, tu as surtout des félicitations. Oui, bien, merci beaucoup. Effectivement, je vois ça dans le chat. C'est bien gentil. Puis, merci aussi d'avoir posé toutes vos questions. C'est le fun de voir quand il y a des questions. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant. Fait que ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. Puis tant mieux si ça vous a rejoint comme sujet et comme présentation. Tu as une petite question de Khaled par rapport au temps de traitement. Oui. Est-ce que 2h10 pour le traitement de 10 to SVP? Je ne comprends pas bien la question. Je pense que ton 2h10, c'était pour tes 4 villes. Ah oui, le 10 téraoctets. OK, c'est bon. Non, effectivement, ce n'était pas pour l'ensemble des 10 téraoctets. Il faudrait que j'aille revérifier sur le tableau, là, mais c'était un sous-ensemble de ça. Donc, qui était finalement les données que j'avais utilisées pour les 4 villes que j'avais utilisées. Évidemment que ça serait plus que ça, mais je pense qu'on serait loin du 1 mois que j'avais estimé là, pour mon autre méthode. Déjà que Toronto est dans le fond, Intact a beaucoup d'assurés, surtout en Ontario, puis Toronto est comme la plus grosse ville au Canada. Fait que déjà, juste avec cette ville-là, j'avais un échantillon de données qui était assez important. Donc, certainement que ça prendrait plus que 2h10 minutes, mais je pense que ça resterait quand même quelque chose de raisonnable. Merci. Donc, moi, je vais me permettre une petite question. En fait, je voulais savoir, là, étant donné que là, tu as les données de contexte de trafic routier, est-ce que tu as commencé là, à les comparer au comportement, à les corréler au comportement? Non, c'est pas quelque chose qui est encore fait, mais je pense qu'avec le projet d'Adel-Magid, puis aussi dans les suites des recherches qui sont faites chez Intact au niveau des données UBI, c'est la prochaine étape à laquelle on veut
commencer à s'intéresser un peu justement de voir maintenant qu'on ajoute ce contexte-là, qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça donne. Fait que non, c'est pas encore fait, mais je suis bien curieux de savoir qu'est-ce que ça va. Ouais, c'est exactement ça. C'est Abdelmajid qui va apporter une première contribution un petit peu dans ce domaine-là, en reprenant une partie du travail qu'a fait Philippe là, sur le trafic, mais aussi d'autres données de contexte. Là. À un moment dans ta présentation, tu as parlé de la météo. On va regarder aussi si la congestion, notamment en ville, n'est pas liée à la présence de feux de circulation et ainsi de suite, d'intersections particulières. Donc, on parlait tout à l'heure de la signalisation à message variable sur l'autoroute. On ne sera peut-être pas à ce niveau-là, mais au moins, en tout cas, déjà d'être capable d'identifier les types d'intersections et autres, là, puis donc de prendre tout ça, plus d'autres données, là, puis de brasser, puis je pense de répondre de commencer à répondre à une des questions soulevées dans la conclusion de Philippe, là, savoir si finalement toutes ces données-là contextuelles sont significatives pour l'assurance et comment éventuellement elles peuvent aider à mieux tarifer. Donc, on va laisser un peu de temps à Abdelmajid d'avancer ses travaux et on va l'inviter là, pour un prochain webinaire. C'est ça. On va nous présenter la suite. Donc, peut-être, là, on a le temps pour une dernière question. Il y en a une dans le chat. En fait, il y en a deux. La première, est-ce que la structure topologique des données du réseau routier d'OSM se prêterait bien aux analyses de temps de trajet? Oui, autrement dit, est-ce qu'il y avait des problématiques par rapport à des segments de route trop courts par rapport à la fréquence d'échantillonnage des tailles UBR? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Est-ce que se prêtait bien? Plus ou moins. Donc, il y a des traitements que j'ai dû faire. Par exemple, il y avait des segments d'OpenStreetMap qui étaient très, très, très longs. Donc, évidemment, moi, que je ne voulais pas associer un niveau de congestion à un segment qui est, par exemple, de 1 km, sachant bien que c'est sûrement pas sur l'ensemble du 1 km que la congestion à un certain niveau. Donc, je l'ai découpé pour avoir quelque chose de plus précis. Puis effectivement, les segments routiers très courts ont posé beaucoup de problèmes aussi parce que quand un véhicule passe sur un segment de route qui est très court, il y a très peu de points qui sont rattachés à ces segments-là. Donc c'est ça a été, de ce que je me rappelle, quelque chose qui avait été très, très difficile à faire. Ce qui arrivait finalement, c'est que j'avais certains critères justement pour avoir des bons temps de parcours. Puis sur les segments routiers qui étaient courts, j'ai dû adapter ma méthode et filtrer beaucoup de données qui donnaient des temps de parcours qui n'avaient juste aucun sens. C'est pour ça, entre autres, qu'on peut voir, si on zoome un peu sur les cartes que j'ai produites, on se rend compte que des fois, il y a des très petits segments où la congestion est carrément différente des segments voisins. Dans certains cas, c'est normal parce que c'est des feux de circulation où il y a des véhicules qui sont en train d'attendre. Donc, effectivement, le temps de passage du véhicule à cet endroit-là est différent. Mais dans d'autres, ça va être un peu des artefacts, certaines limites de ma méthode qui est due justement au fait que les segments utilisés sont très courts. Donc, ouais, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Finalement, à un moment donné, j'ai juste dû me dire, ça ne sera pas parfait pour ces petits segments-là, mais de toute façon, ça ne représente pas non plus une grande partie du réseau routier. Parfait. Donc, dernière petite question. Je vois l'heure là, déjà 10h30. Donc, est-ce que les dépendances entre les types de conduite peuvent contribuer au contexte? Donc, en d'autres termes, est-ce que la construction d'un graphe de dépendance ne serait pas un atout pour mieux comprendre le contexte? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Les dépendances dans les types de conduite pourraient contribuer au contexte. Ici, est-ce qu'on parle, mettons, quel genre de type de conduite on parlerait? Bon, c'est moi qui ai posé la question. Déjà, félicitations pour la présentation, très belle présentation. Merci. Moi, je suis Étienne Tajana, nouveau postdoctorant avec François Laviolette, et j'ai été invité pour cette présentation parce que je m'intéresse au comportement des personnes assurées, des automobiles assurées. Donc, le but de la recherche, c'est de comprendre à partir de la méthode de conduite d'un utilisateur, en observant comment il conduit, est-ce qu'on pourrait pas créer un graphe qui relate la relation qui existerait entre les différents types de conducteurs pour garnir davantage la couche de compréhension du contexte
dans lequel on se trouve dans une zone spatiale. Parce qu'avec cette structure de données, qui est un graphe où on a des nœuds et des liens entre les différents nœuds, pourrait apporter une valeur ajoutée dans la compréhension du contexte et ainsi déduire d'autres informations qui pourraient aider dans l'assurance. C'est dans ce sens-là que je pose la question de savoir, est-ce qu'une structure de graphe qu'on pourrait ajouter sur la donnée présente, parce que la structure de graphe, elle ajoute une information supplémentaire d'un utilisateur par rapport à un autre qui pourrait peut-être apporter plus d'informations. Tu parles sur une même localisation Oui, c'est un graphe, une forme de graphe spatio-temporel qu'on pourrait ajouter à l'information existante. Bonne question. Je vais avouer que je ne suis pas très connaisseur pour ce qui est des graphes de dépendance. Vite comme ça, ce que je pourrais dire, puis je mets un gros disclaimer sur ce que je vais dire parce que je ne suis pas sûr à 100%, mais peut-être qu'effectivement d'avoir une espèce de graphe de dépendance associé à différents types de conduites pourrait nous aider à mieux comprendre, par exemple, les comportements routiers d'un conducteur. Par contre, je ne sais pas à quel point ça peut s'associer au contexte. Parce que là, de manière que je le vois, le contexte est un peu indépendant du conducteur, à moins que le conducteur décide toujours d'aller à un tel endroit. Mais j'ai l'impression que ce qui se passe en dehors de ce que le conducteur lui-même peut contrôler est un petit peu indépendant. Mais c'est ça, je me connais pas assez dans la question que vous avez posée, fait que je me sens pas tant outillé pour pouvoir répondre à cette question-là, mais je me dis que c'est quelque chose qui serait intéressant à analyser. Autre petit bémol à cette approche-là, c'est le nombre de conducteurs par tranche de 15 minutes disponibles à ce lieu-là. Il ne faut pas oublier que la donnée à UBI est sparse. Ouais, donc, en fait, on n'a pas tellement de données. Je trouve l'idée intéressante de se dire, ben, finalement, est-ce que deux conducteurs avaient des comportements finalement similaires dans les mêmes conditions? C'est un peu ça, je pense, que tu veux essayer d'inférer avec le graphe. Mais malheureusement, on a souvent pas beaucoup de conducteurs pour pouvoir faire des statistiques qui soient suffisamment parlantes, ça peut-être. C'est peut-être un risque dans cette approche-là, mais je trouve l'idée intéressante. Donc, merci beaucoup. On va terminer là. Je suis certaine que si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez peut-être les écrire là, par courriel à Philippe. Merci beaucoup, Philippe. Très intéressant. Je te souhaite aussi un bon succès dans ton nouveau travail chez Intact. Merci beaucoup. Sinon, comme je l'ai dit, la présentation est enregistrée, donc on va la rendre disponible là, sur notre site web et notre chaîne YouTube en début d'après-midi. Je vous invite aussi également là, à surveiller notre site web. La programmation pour les webinaires de l'hiver va sortir dans les prochains jours. Donc, on a des webinaires environ aux 2 semaines qui vont mettre en lumière soit des travaux de chercheurs qui sont au centre de recherche ou d'étudiants qui sont au centre de recherche, mais on a également des chercheurs invités d'un peu partout là, qui vont venir nous présenter leurs travaux. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle journée. Merci à tous. Merci. Merci Philippe. Merci.